remercie tout le monde de l'invitation. Donc, je vais parler d'un topo qui concerne donc la prévalence et la valeur et l'étude de la valeur pronostique de la neuropathie autonome chez les patients porteurs d'amylose cardiaque à transthyrétine d'origine sauvage évaluée par le Pseudoscan. Le rationnel, c'est que les manifestations neurologiques courantes des patients porteurs d'amylose cardiaque sauvage, c'est le canal lombaire étroit et le syndrome du canal carpien, et qu'on ne sait pas grand-chose en fait des atteintes neuropathiques elles-mêmes des nerfs périphériques, et notamment des atteintes des petites fibres qui sont du système nerveux autonome, qui sont fréquemment touchées et en lien dans la physiopathologie des amyloses, de l'atteinte amyloïde nerveuse. L'objectif de l'étude, c'était de déterminer la prévalence de la neuropathie autonome et d'étudier l'impact de cette neuropathie sur le pronostic des patients, donc au sein d'une population de patients porteurs d'amylose TTR wild type. La méthodologie, c'est que c'était une cohorte prospective de 74 patients, donc recrutés au centre Henri Mondor, en données de patients qui étaient adressés pour la recherche de la maladie, donc entre 2018 et 2019. Le diagnostic de la TTR était conventionnel selon l'algorithme habituel. Et donc, il y avait une exclusion de 12 patients porteurs de diabète pour pas qu'il y ait de facteurs confondants. Et donc, c'était finalement 62 patients qui étaient étudiés. Et ces 62 patients étudiés, ils ont été comparés à une cohorte contrôle qui vient d'une cohorte de l'étude PROOF, qui est en fait une cohorte de patients sains de plus de 65 ans de la région de Saint-Étienne, et qui était également avec pas de facteurs non plus confondants de neuropathie, donc pas de diabète et pas de patients dépendants ou institutionnalisés. Et l'exploration de la neuropathie autonome, elle était faite par Pseudoscan, et donc la détermination des conductances électrochimiques cutanées. Alors, pour nous qui ne sommes pas des neurologues, il faut que j'explique le Pseudoscan. C'est un outil très simple qui permet de faire cette analyse de conductance sur un examen qui dure uniquement 3 minutes, de la paume et de la plante des pieds. Ça permet donc calculer, d'étudier la capacité des glandes sudoripares à libérer des ions chlorure. Et en fait, cette valeur de conductance, si elle est réduite, elle va traduire une moindre innervation par les fibres non mélinisées C. On fait des mesures de ces conductances au niveau donc des mains et des pieds. C'est le H pour hand et F pour feet. La cohorte donc des 62 patients, c'était majoritairement des hommes, on s'y attend, étant donné que c'est des patients amylose sauvage, de 93%, là, ça fait beaucoup. Un âge moyen de 78 ans, c'est assez attendu. Il y avait des histoires de canal carpien dans 80% des cas, de canal lombaire dans 18% des cas, de dysautonomie rapportée sur l'hypotension orthostatique dans 28% des cas, des symptômes neuropathiques déclarés dans 30%, des dupuytren dans 28%. Et la cohorte contrôle, elle est constituée de 186 patients qui sont matchés sur l'âge, la corpulence et le sexe. Les résultats sur ces valeurs de conductance, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les patients porteurs d'une amylose, ils sont tous avec des valeurs de conductance qui sont en moyenne inférieures à celles des contrôles. Alors, si on s'intéresse à un seuil pour les niveaux de la conductance au niveau des pieds, à moins de 70 microsiemens, et pour les mains à moins de 60 microsiemens, qui sont des valeurs cut-off qui sont retrouvées dans la littérature, en fait, on se rend compte que les patients porteurs d'une amylose, ils sont bien majoritairement altérés par rapport au contrôle. Donc, concernant les mains, c'est dans 33% des cas par rapport à 16, et pour ce qui est au niveau des pieds, c'est 48% des patients qui ont des valeurs qui sont significativement altérées. Une donnée intéressante, c'était que quand on n'est pas neurologue, moi ça m'a interpellé, c'est qu'il n'y a pas de différence qui était mise en évidence, que le patient qui a une histoire de canal carpien ou pas, donc ça n'interfère pas dans la mesure ce qui est fait au niveau des mains. Pour ce qui concerne l'analyse pronostique, si on regarde les courbes de gauche pour les événements de décès et décompensation cardiaque, en fait, si en prenant le critère de la conductance mesurée au niveau des jambes, enfin des pieds, s'ils ont en dessous de ce cut-off de 70 microsiemens, les patients ont sur la cohorte un pronostic plus sévère, avec plus d'événements. Et en analyse multivariée, c'était le NT-proBNP et cette analyse de conductance, cette donnée de conductance au niveau des pieds qui était significative.
Quand on regarde la cohorte des patients porteurs de l'amylose cardiaque, selon qu'ils ont une valeur de conductance inférieure ou supérieure à ces 70 microsiemens, à ce cutoff, et ben on se rend compte que ceux qui sont dans la colonne de droite, donc avec des conductances plus faibles, sont des patients plus sévères sur les données du NT-proBNP, de la fonction rénale, donc du staging de leur amylose. Donc, la discussion, elle met en évidence deux résultats principaux. Tout d'abord que ces patients, comparés à une cohorte contrôle de patients sains du même âge, quand ils ont une amylose cardiaque, il y a effectivement des données de conductance qui sont significativement réduites, et qu'en dessous de ce cutoff pour les jambes, enfin pour les pieds, en dessous de 70, ça correspond à un statut dégradé au niveau cardiaque, avec un pronostic qui est moins bon. Alors, c'est une étude originale parce qu'il n'y a pas de données objectives de prévalence qui étaient véritablement disponibles jusqu'à présent. 48% des patients étaient a priori porteurs d'une neuropathie autonome selon ce pseudoscan. Ces mesures de conductance, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent d'explorer les différents types d'amylose. Et donc là, on a la boucle est bouclée parce qu'on savait que c'était possible pour les amyloses héréditaires. Et là, c'est le cas aussi pour les sauvages. C'est un test qui est rapide, utilisable même par sans compétences neurologiques particulières et avec un faible temps. Et ça pourrait permettre d'avoir une information peut-être diagnostique, pronostic, on l'a vu, et nécessairement utile peut-être à la prise en charge thérapeutique des patients. Donc les forces de l'étude, c'est que c'est donc la première à l'étudier de façon objective, cette neuropathie autonome sur une cohorte de patients sauvages. On a des données pronostiques qui sont intéressantes à signaler, même si la cohorte est petite, hein, on n'a pas eu le temps d'aller trop vite, mais concernant cette méthode d'évaluation, elle est utilisable en consultation de cardio de routine et c'est intéressant. Et les limites, donc, c'est qu'on a exploré cette neuropathie uniquement par ce test, alors qui a l'air d'être prometteur, mais il n'y a pas d'autres explorations de la dysautonomie qui ont été faites, notamment par un spécialiste un neurologue, ou alors par d'autres données plus cardiologiques comme la variabilité de fréquence cardiaque au cours du temps. Alors, j'ai retenu cette phrase de discussion-conclusion des auteurs, c'est que le pseudoscan pourrait être donc réalisé par des cardiologues et permettrait peut-être de trier les patients avec amylose sauvage pour des orientations et des investigations neurologiques plus spécifiques pour améliorer la prise en charge des patients. Donc même en n'étant pas neurologue moi-même, j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre en lumière cette neuropathie qu'on connaît mal chez ces patients les plus âgés avec les amyloses sauvages. Voilà, je vous remercie.